Ma femme est sortie d'un motel avec son ex et s'est dirigée vers la voiture qu'elle pensait attendre. Elle avait disparu. Elle m'a appelé 17 fois avant de rentrer à la maison, seulement pour trouver mon alliance, son double de clés, et toutes les preuves étalées sur la table. Je suis Alvin, 37 ans. Et après 9 ans de mariage, je pensais connaître la différence entre une mauvaise passe et un mensonge. J'étais le genre de mari qui réchauffait les restes sans poser trop de questions, laissait la lumière du Porsche allumée quand ma femme rentrait tard, et se disait que la vie privée n'était pas la même chose que le secret. J'ai continué à le croire jusqu'à la nuit où Marissa est sortie d'un motel avec son ex, seulement pour réaliser que la voiture avec laquelle elle était venue avait disparu. Pendant la majeure partie de notre mariage, Marissa et moi étions ordinaires d'une manière dont j'étais fier. Nous avions un tiroir à bric-à-brac qui ne fermait jamais correctement, une cafetière qu'elle détestait mais utilisait chaque matin, et un canapé que nous disions sans cesse que nous remplacerions après les fêtes. Nous nous disputions à propos de la lessive, des courses, et de la nécessité de toucher au thermostat toutes les 3 heures. Rien de glamour, rien de tragique, juste le mariage. Marissa avait 35 ans, vive d'esprit, drôle quand elle le voulait, et très douée pour donner aux gens l'impression qu'ils l'avaient mal comprise. Cela ne semblait pas dangereux au début. Au début de notre mariage, je pensais que cela signifiait qu'elle était sensible. Si elle me criait dessus puis pleurait parce que j'avais l'air blessé, je finissais par m'excuser. Si elle oubliait quelque chose d'important et que j'en parlais, elle disait qu'elle se sentait déjà assez mal et me demandait si j'avais besoin qu'elle se sente encore plus mal. Alors, j'ai appris à adoucir les choses. J'ai appris à demander moins directement. J'ai appris à faire de la place. La première fois qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, je n'ai pas paniqué. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, faisant défiler son téléphone avec un pouce, son écran détourné de moi. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Juste de l'espace pour respirer. Que tout ne devait pas être une discussion, Alvin. J'ai répondu que je n'essayais pas de faire de toute une discussion. Elle a rétorqué que c'était un peu ce que je faisais. C'est comme ça que ça a commencé. Pas avec des cris. Pas avec une trahison évidente, juste de petites portes se fermant une par une. Elle a changé le mot de passe de son téléphone. Je l'ai remarqué parce qu'elle avait toujours utilisé le même, une date d'avant notre mariage. Un samedi matin, elle m'a demandé de vérifier un texto de sa sœur Tessa pendant qu'elle faisait des œufs, puis s'est soudain souvenu qu'elle avait changé le code. Elle a dit rapidement qu'elle l'avait mis à jour, en reprenant le téléphone. J'ai demandé pourquoi. Elle m'a lancé un regard. Parce que les gens ont le droit de mettre à jour leur mot de passe. J'ai hoché la tête. Parce que c'était vrai. Les gens avaient le droit de mettre à jour leur mot de passe. Son téléphone ne m'appartenait pas. Je n'étais pas son parent. Mais ensuite, le téléphone a commencé à être posé face contre table. Les notifications ont cessé d'afficher des aperçus. Si j'entrais dans une pièce et qu'elle envoyait des textos, sa main bougeait juste assez pour bloquer l'écran. Quand je demandais si quelque chose n'allait pas, elle disait qu'elle était fatiguée. Quand je demandais si nous n'allions pas bien, elle disait que je faisais du drame. Elle a répété qu'elle avait juste besoin d'espace. Que je prenais tout personnellement. J'ai fait de gros efforts pour ne pas devenir ce mari. Vous savez lequel, le type qui vérifie le kilométrage, exige les mots de passe, demande de qui provient chaque message. Je détestais l'idée de devenir comme lui, alors j'ai pris sur moi. Je supprimais des textos avant de les envoyer. Je tapais « À qui parles-tu » Puis je le fixais, me sentais embarrassé, et l'effaçais. À la place, j'ai commencé à établir une chronologie. Cela semble plus froid que ça ne l'était. Au début, ce n'était pas un plan. C'était moi essayant de me prouver que je n'étais pas fou. Si elle disait qu'elle était avec son ami Brooke au dîner et mentionnait plus tard que Brooke avait été hors de la ville, je m'envoyais un courriel avec la date et ce qu'elle avait dit. Si elle rentrait à la maison sentant une eau de Cologne que je ne portais pas et me disait que le restaurant était bondé, je le notais. Pas d'accusation, pas d'espionnage, juste des notes. La première alerte bancaire est arrivée un jeudi soir. Marissa m'avait dit qu'elle rencontrait une amie pour se vider la tête. Elle portait un jean, un pull noir, et le parfum qu'elle gardait habituellement pour les soirs où nous allions dans un endroit chic. J'étais à la maison en train de manger du poulet réchauffé au-dessus de l'évier parce que je n'avais pas envie d'utiliser une assiette. Mon téléphone a vibré sur le comptoir.
Un petit débit est apparu sur notre application bancaire. Ce n'était pas énorme. C'était le genre de montant que la plupart des gens ignoreraient, mais le nom du marchand contenait le mot Lodge. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que le téléphone s'assombrisse. Je lui ai envoyé un texto. Je pensais que tu étais au dîner. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Nous avons changé d'endroit, a-t-elle écrit. Arrête de m'interroger. J'avais posé une question de 6 mots. Elle a répondu comme si j'avais défoncé une porte. Après ça, les détails ont commencé à s'aligner de manière affreuse. Notre partage de localisation, que nous utilisions depuis des années parce que nous détestions tous les deux les textos "es-tu bientôt à la maison", a commencé à échouer à des moments étranges. Il indiquait une localisation indisponible juste avant qu'elle ne me dise que sa batterie était morte. Puis 20 minutes plus tard, elle aimait quelque chose sur les réseaux sociaux depuis le même téléphone qui était censé être mort. Une fois, alors que j'utilisais notre tablette partagée pour commander des essuie-tout, une suggestion de recherche est apparue dans la barre de courriel. Grant. Je connaissais ce nom. Tout le monde a un nom d'avant le mariage qui reste à l'arrière-plan d'une relation comme une boîte fermée. Grant était l'ex de Marissa de ses 20 ans. Elle l'avait décrit comme intense lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, puis plus tard comme immature, puis finalement plus du tout. Je n'avais pas entendu son nom depuis des années. Je n'ai pas ouvert ses courriels. Je n'ai pas fouillé dans ses comptes, mais la tablette était synchronisée avec les choses partagées du ménage, et une alerte de récupération est apparue sur l'écran quelques jours plus tard alors que je regardais une vidéo sur la réparation d'un robinet qui fuit. Alerte de sécurité pour courriel alternatif. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu la ligne d'aperçu en dessous. Même endroit que la dernière fois. Mon estomac s'est glacé d'une manière très silencieuse. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Marissa dormait tournée de l'autre côté, son téléphone sous son oreiller. J'ai regardé le plafond et je me suis rappelé que la suspicion n'était pas une preuve. Un nom n'était pas une preuve. Une ligne d'aperçu n'était pas une preuve. Une alerte bancaire n'était pas une preuve, mais un schéma était quelque chose. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en divorce. Son nom était Madame Arlo, et elle avait le genre de voix qui faisait de l'émotion un mauvais investissement. Je me suis assis dans son bureau, les mains enroulées autour d'un gobelet en carton de café que je n'ai jamais bu, pendant qu'elle posait des questions à la fois simples et humiliantes. Croyez-vous que votre femme a une liaison? Je le pense. Avez-vous des preuves? Pas assez. Alors ne l'accusez pas encore. J'ai levé les yeux. Je n'essaie pas de la piéger. Je n'ai pas dit que vous le faisiez, a dit Madame Arlo. Je vous dis de ne pas vous piéger vous-même. Ne la menacez pas. Ne l'insultez pas. Ne postez rien. Sauvegardez tout ce que vous êtes légalement autorisé à sauvegarder. Je lui ai parlé de la voiture. C'était la voiture que Marissa conduisait tous les jours, mais elle m'était directement liée. Mon nom était sur le titre de propriété avec le sien. L'assurance était via mon compte et les paiements provenaient d'un compte que j'alimentais. Madame Arlo a demandé les documents, a examiné ce que j'avais apporté et s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Si la voiture vous est légalement liée, nous pouvons parler de possession, a-t-elle dit. Si ce n'est pas le cas, nous n'y touchons pas. Avoir les mains propres est important. Les mains propres, ai-je répété. Très important. La colère coûte cher. La documentation est utile. Cette phrase m'est restée. Je n'ai pas quitté son bureau en me sentant puissant. J'ai eu l'impression d'entrer dans un hôpital avant une opération. Quelque chose n'allait pas. Et maintenant, je devais être prudent à chaque incision. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu dans un mariage qui semblait normal de la rue. J'ai sorti les poubelles. J'ai payé les factures. J'ai demandé à Marissa si elle voulait du café quand je préparais le mien. Elle est devenue plus douce en public et plus froide en privé. Dans les discussions de groupe familial, elle a commencé à poster de petits commentaires qui me faisaient passer pour le problème sans dire mon nom. Certaines personnes vous font vous sentir seul même quand elles sont assises à côté de vous. Tessa a répondu avec un visage triste. Leur mère a envoyé « Tu mérites la paix, ma chérie ». J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué à faire la vaisselle. Daniel était la seule personne à qui j'en ai parlé.
C'était mon cousin, mais nous avions grandi plus comme des frères. Il savait reconnaître quand je faisais semblant d'aller bien, et la première chose qu'il a dite a été « Ne fais rien de stupide. » Je ne prévois pas de le faire. C'est ce que les gens disent juste avant de faire quelque chose de stupide. J'ai ri une fois, mais ça a sonné faux. Daniel s'est adouci. Écoute-moi. Le calme n'est puissant que si tu restes propre. Ne touche à rien que tu n'as pas le droit de toucher. Ne crie pas. Ne menace pas. Ne lui donne pas un enregistrement, un texto ou un message vocal qui te fait passer pour le méchant. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu es blessé. Les gens blessés pensent qu'un moment dramatique réparera l'humiliation. Ce ne sera pas le cas. Il avait raison. La nuit où tout est arrivé, Marissa est descendue avec un surplus de parfum. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, mais sans vraiment lire quoi que ce soit. Elle avait pris une douche, bouclé ses cheveux lâchement et mis une veste de couleur crème que je lui avais achetée pour notre anniversaire 2 ans plus tôt. Je sors un petit moment, a-t-elle dit. Avec Brooke. Elle a semblé irritée avant même que j'aie fini la question. Je n'ai pas dit ça. Alors qui? Je rencontre quelqu'un pour parler. J'ai besoin de me vider la tête. Quelqu'un. S'il te plaît, ne rends pas cette soirée bizarre. C'est à ce moment-là que j'ai su, non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de la façon dont elle semblait préparée, comme si elle avait déjà répété mes répliques et était agacée que je ne les lise pas correctement. Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir. Le double de la clé de la voiture était toujours dans le tiroir près de la porte de derrière, où il avait toujours été. La caméra de la sonnette l'a enregistré partant à 20h14. Elle n'a pas regardé la maison en arrière. À 20h47, l'alerte bancaire est apparue. Même famille de marchands qu'avant. Même zone générale. Un autre petit débit qui ne correspondait pas à un dîner, des verres ou quoi que ce soit de normal. À 20h51, notre partage de localisation s'est éteint. À 20h56, la tablette partagée s'est allumée sur la table basse avec une autre alerte de récupération de courriel. Je n'y avais pas touché. Je me tenais dans le salon, tenant un verre d'eau, regardant l'écran briller. L'aperçu en montrait assez. Chambre confirmée. J'ai d'abord appelé le numéro du bureau de Madame Arlo et j'ai eu la ligne d'après-heure. Puis j'ai appelé Daniel. Elle est là, ai-je dit. Où es-tu? À la maison. Reste à la maison. J'ai besoin de savoir. Il a expiré brusquement. Alvin, je ne vais pas entrer. Je ne vais confronter personne. J'ai juste besoin de voir la voiture. Il y a eu une pause. Alors tu gardes tes distances, a-t-il dit. Endroit public, pas de menaces, pas de coups sur les portes, pas de contact avec Grant, pas de bêtises de scène de film. Je sais. Et si tu prends cette voiture, tu as intérêt à être sacrément sûr que tu en as le droit légal. J'ai vérifié. Alors ne touche à rien d'autre. J'ai mis le double de la clé dans ma poche et j'ai conduit dans mon vieux camion avec la radio éteinte. Ce trajet m'a semblé plus long qu'il ne l'était. Chaque feu rouge me donnait le temps d'imaginer des choses stupides. Moi marchant jusqu'à la chambre, moi criant, moi traînant Grant par le col, moi exigeant que Marissa me regarde en face. Puis j'ai entendu Madame Arlo dans ma tête. La colère coûte cher. La documentation est utile. Le motel était situé près d'une route très fréquentée, caché derrière une station-service et un fast-food fermé. Une des lettres de l'enseigne clignotait. Ce n'était pas une scène de crime dramatique. C'était pire parce que c'était ordinaire. Quelques voitures garées, une machine à glaçons qui bourdonnait, un distributeur automatique brillant en bleu près du bureau. Et il y avait notre voiture, pas cachée, pas garée au fond, stationnée à 3 places d'un escalier comme si elle s'était mise à l'aise. Je me suis garé de l'autre côté du parking, près de la station-service, assez loin pour ne pas être vu à moins que quelqu'un ne me cherche. J'ai pris des photos de là où je me tenais, la voiture, la plaque, l'enseigne du motel en arrière-plan. Rien d'intrusif, rien à travers les fenêtres, rien que je serais gêné de montrer à un avocat. Puis j'ai attendu. J'aimerais pouvoir dire que j'étais calme. Je ne l'étais pas. Mon corps tout entier avait l'impression d'avoir été rempli de sable chaud. Mes mains tremblaient.
Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Je n'arrêtais pas de penser à chaque dîner que j'avais réchauffé pour elle. Chaque lumière de Porsche que j'avais laissé allumer. Chaque fois que je m'étais dit d'être patient parce que le mariage avait des saisons. À 22h12, une porte à l'étage s'est ouverte. Grant est sorti le premier. Je l'ai reconnu de vieilles photos et du genre de mémoire que l'on n'admet pas avoir gardé. Il était toujours beau d'une manière nonchalante, avec sa veste sur une épaule et sa chemise mal rentrée. Marissa est sortie derrière lui, riant doucement à quelque chose qu'il avait dit. Ce rire m'a fait quelque chose. Il n'était pas fort ou cruel. Il était détendu. C'est ça qui faisait mal. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un piégé dans un mariage solitaire. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui se vidait la tête. Elle avait l'air soulagée. Grant a touché le bas de son dos alors qu'il descendait les escaliers. Je n'ai pas bougé. Ils se sont arrêtés près de la voiture, se tenant assez près pour que je n'ai plus besoin d'imagination. Marissa le regardait avec un visage doux que je n'avais pas vu à la maison depuis des mois. Il s'est penché et l'a embrassé. Pas un au revoir confus, pas un accident, un baiser familier. Mon corps voulait courir en avant. Mon avenir me suppliait de rester immobile. J'ai attendu qu'il retourne vers le distributeur automatique du bureau, probablement pour prendre quelque chose à boire ou faire durer leur au revoir. Puis j'ai traversé le parking, j'ai déverrouillé la voiture avec le double de la clé, je suis monté dedans et je suis parti. Pas de crissement de pneus, pas de message, pas de scène, juste la possession d'une voiture à laquelle mon nom était légalement lié, enlevée d'un parking de motel où ma femme l'avait emmené pour rencontrer son ex. Mon téléphone a commencé à sonner 12 minutes plus tard. Marissa. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau, puis à nouveau, puis à nouveau. Au moment où je suis arrivé dans notre allée, j'avais 9 appels manqués. J'ai garé la voiture dans le garage, j'ai fermé la porte et je suis resté assis là dans le noir pendant 1 minute entière avant de sortir. Son premier message vocal était en colère. « Alvin, où es-tu? Où est la voiture? Ce n'est pas drôle. » Le deuxième était plus vif. « Tu ne peux pas simplement prendre ma voiture. Rappelle-moi tout de suite. » Au cinquième, la peur avait commencé à transparaître. « Alvin, sérieusement, réponds au téléphone. Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais c'est insensé. » Puis est venu un texto. « Où est ma voiture? » Je me tenais au comptoir de la cuisine, regardant ces 4 mots. J'ai répondu, « Ce n'est pas ta voiture ce soir. » C'est une preuve. Elle a appelé immédiatement. J'ai éteint mon téléphone. La maison semblait étrange après ça. Pas paisible, pas vide, plutôt comme si elle retenait son souffle. Je me suis déplacé avec précaution. J'ai imprimé les alertes bancaires. J'ai imprimé la capture d'écran de la notification de récupération de courriel de la tablette partagée. J'ai imprimé les photos de la voiture au motel. J'ai imprimé la confirmation de rendez-vous de Madame Arlo. Je n'ai rien imprimé de privé que je n'avais pas le droit d'avoir. Je n'ai pas ouvert les comptes de Marissa. Je n'ai pas fouillé dans ses tiroirs. Puis j'ai enlevé mon alliance. C'était la partie la plus difficile. Pas le motel, pas le baiser, l'alliance. Elle avait été à ma main si longtemps que la peau en dessous paraissait pâle et douce. Je l'ai placée au centre de la table de la cuisine. À côté, j'ai mis le double de la clé. À côté de ça, les preuves imprimées. Sur le dessus de tout, j'ai mis une feuille de papier avec une seule phrase. Ne m'appelle pas tant que tu n'es pas prête à dire la vérité. Je n'ai pas écrit de discours. Je n'ai pas laissé de liste d'insultes. Je ne l'ai pas insulté. Je lui ai laissé un miroir. Puis j'ai fait un petit sac et je suis allé chez Daniel dans mon camion. Il a ouvert la porte avant que j'aie frappé 2 fois. Il a regardé mon visage, s'est écarté et a dit, « La chambre d'amis est prête. » J'ai dormi peut-être 2 heures. À minuit 38, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est allumé comme une urgence. 17 appels manqués. 9 textos de Marissa, 3 de Tessa, 2 de la mère de Marissa, un de Grant d'un numéro inconnu qui disait seulement « Tu dois parler à ta femme ». Celui-là m'a presque fait rire. Les textos de Marissa ont commencé furieux puis ont viré à la performance. « Tu m'as laissé en plan. C'est abusif.
Tu essaies de me faire peur. Tu n'avais pas le droit de m'humilier comme ça. Puis à 12h11, elle avait envoyé un message dans la discussion de groupe familial. Alvin a pris ma voiture et m'a abandonné ce soir. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé une mise en scène effrayante sur la table et il ne répond pas. J'ai vraiment peur. Pendant des années, j'avais vu Marissa contrôler les pièces en étant la première personne à paraître blessée. Cela fonctionnait généralement. Les gens se précipitent vers la personne qui saigne le plus fort. Sa mère a répondu en premier, « Quoi ? Alvin, réponds à ta femme. » Tessa a écrit, « Où es-tu » Marissa a répondu, « Ce n'est pas la question. » Il a pris la voiture et m'a laissé sans moyen de rentrer. Puis quelqu'un d'autre dans la discussion, un de ses cousins, a écrit, « Attends, en plan où ?» Pas de réponse pendant 4 minutes. Puis Tessa a écrit, « Marissa, réponds à la question. » Marissa a écrit, « J'étais sorti. » Son cousin a répondu, « Sorti où ?» J'ai fixé l'écran. Mes pouces planaient au-dessus du clavier. Je voulais tout déballer. Je voulais poster les photos, le reçu, la chronologie. Je voulais que chaque personne qui avait mis des visages tristes sous ces vagues petits messages voie la vérité. À la place, j'ai écrit un message. Je ne discuterai pas dans ce chat. J'ai des preuves. Ce mariage est maintenant une affaire juridique. Puis j'ai posé le téléphone. Daniel, qui se tenait dans l'encadrement de la porte avec un verre d'eau, a hoché la tête une fois. C'était propre, a-t-il dit. Ça ne semble pas propre. Ça n'a pas à sembler propre. Ça doit être propre. Le lendemain matin, Madame Arlo m'a rappelé avant que j'aie fini mon café. Dites-moi ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté dans l'ordre. Elle n'a interrompu que pour demander si j'avais menacé quelqu'un, touché quelqu'un, entré dans la chambre de motel, accédé à des comptes privés ou posté des preuves publiquement. Non, ai-je dit à chaque fois. Bien. À partir de maintenant, pas de débats émotionnels. Communication écrite uniquement. Ne la bloquez pas complètement. Mais ne mordez pas à l'hameçon. Nous séparerons les comptes personnels lorsque cela sera légalement approprié. Retirez-la en tant qu'utilisateur autorisé des comptes qui sont uniquement les vôtres si vous en avez le droit. Ne videz pas les fonds communs. Ne jouez pas à des jeux. Je n'essaie pas de la ruiner. Non, a dit Madame Arlo, vous essayez de ne pas la laisser vous ruiner. Cette distinction était importante. À midi, Marissa avait changé de tactique. Ses textos sont devenus plus calmes, ce qui les rendait en quelque sorte plus laids. Tu agis de manière instable. Tu prouves ce que je dis. Tu n'as pas le droit de me punir parce que notre mariage est mort depuis longtemps. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Tu avais ton téléphone, ton ex, et toutes les options que tu avais avant de me mentir. La communication future peut se faire par texto ou par courriel. Elle m'a traité de cruel. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, Tessa m'a envoyé un texto en privé. Je dois te demander quelque chose. Étiez-vous vraiment dans un motel? Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, Marissa était avec Grant. Je les ai vus partir ensemble. Je ne les ai pas confrontés. Tessa n'a pas répondu pendant presque 1 heure. Quand elle l'a finalement fait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pense que tu devrais voir quelque chose. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation entre elle et Marissa datant de 3 jours plus tôt. Marissa avait écrit, « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il surveille tout. Il est froid tout le temps et ensuite il agit comme si j'étais folle de vouloir de l'air. » Tessa avait répondu, « Es-tu en sécurité ?» Marissa a écrit, « Physiquement, oui, mais émotionnellement, non. Il va exploser quand il le découvrira. Alors tout le monde verra enfin ce que j'ai enduré. » Je me suis assis sur le lit d'amis de Daniel avec le téléphone à la main et j'ai senti quelque chose en moi changer. Pas se briser. La rupture avait eu lieu la veille. C'était différent. C'était le moment où j'ai compris qu'elle n'avait pas seulement menti. Elle avait attendu que je devienne utile. Utile en tant que méchant. Utile en tant que preuve. Utile en tant que mari en colère qui ferait passer sa liaison pour une évasion plutôt qu'un choix. Tessa m'a appelé 1 minute plus tard. J'ai répondu. Sa voix était faible. Je pensais qu'elle se défoulait.
Je sais. Je n'avais pas réalisé qu'elle planifiait une réaction. Elle en a presque une. Tessa sais-tu, j'ai ajouté. Mais je ne la lui ai pas donnée. Non, a-t-elle dit. Tu ne l'as pas fait. Cette capture d'écran est devenue une partie du dossier que j'ai donné à Madame Arlo. Non pas parce que je voulais utiliser Tessa comme une arme, mais parce que Marissa avait déjà essayé de l'utiliser comme témoin. Il y avait une différence entre traîner quelqu'un dans une dispute et documenter le fait qu'il y avait déjà été placé. Marissa est venue chez Daniel ce soir-là. Elle a dû deviner où j'étais parce que la caméra du Porsche de Daniel l'a filmé arrivant dans un VTC et sortant comme si elle arrivait pour une confrontation qu'elle s'attendait à gagner. Daniel a ouvert la porte mais ne l'a pas laissé entrer. « J'ai besoin de parler à mon mari », a-t-elle dit. Daniel a regardé par-dessus son épaule vers moi. Je me tenais dans le couloir, assez loin pour qu'elle puisse me voir mais pas assez près pour en faire une scène. « Tu peux m'envoyer un courriel ?» ai-je dit. Son visage a changé. Pendant une seconde, la colère est tombée et la panique est apparue en dessous. « Tu es sérieux ? » « Oui. Tu m'as laissé seul dans cette maison avec tout ça, comme une sorte de mise en scène de psychopathe. J'ai laissé des preuves sur une table. Tu voulais m'humilier. Non, ai-je dit, tu t'es humilié toi-même. J'ai juste arrêté de le cacher pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes rapidement. Marissa pouvait pleurer sur commande, mais je savais aussi que ses larmes étaient réelles à leur manière. Elle était contrariée. Elle avait peur. Elle perdait le contrôle de la version de l'histoire où j'étais le monstre. Et elle était la femme qui avait finalement été poussée trop loin. « Tu as pris la voiture » a-t-elle dit. « Tu m'as laissé en plan la nuit. Tu n'étais pas en plan. Tu avais ton téléphone. Tu avais Grant. Tu avais de l'argent. Tu avais la capacité d'appeler un VTC, ce que tu as fait. Cette voiture est à moi. Cette voiture m'est légalement liée, et tu l'as utilisée pour me mentir. » Elle a ri amèrement. « Alors c'est ça. Tu me punis. » « Non, j'ai fini de te protéger des conséquences. Tu agis de manière insensée. » Voilà, le mot dont elle avait besoin. Je l'ai regardé et j'ai pensé à la capture d'écran que Tessa avait envoyée. Il va exploser quand il le découvrira. Alors tout le monde verra enfin ce que j'ai enduré. Ma voix est sortie plus calme que je ne le sentais. Tu voulais de la folie. C'était le plan. Je ne te la donnerai pas. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Daniel a bougé légèrement à côté de la porte. Pas menaçant, juste présent. Marissa a baissé la voix. Tu aurais pu me parler. J'ai essayé d'être marié avec toi. J'ai dit, je ne suis pas intéressé par un débat sur des preuves. Elle m'a regardé comme si elle me détestait de ne pas crier. Puis elle a dit, Grant était là parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenait. J'ai presque souri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Alors il pourra te comprendre pendant le divorce. Son visage s'est crispé. C'est là que j'ai su que Grant avait déjà commencé à prendre ses distances. J'ai découvert à quel point. Un jour plus tard, Marissa m'a envoyé un long courriel qui se lisait comme s'il avait été écrit pour un tribunal imaginaire. Elle disait que notre mariage était émotionnellement mort. Elle disait que j'avais rendu la maison anxiogène avec mon silence. Elle disait que prendre la voiture était une tactique d'intimidation calculée. Elle n'a pas nié le motel. Elle n'a pas nié Grant. Elle a juste essayé de déplacer les projecteurs. Enfoui vers la fin se trouvait une ligne. Même Grant pense que ce que tu as fait était extrême. 2 heures après cela, Tessa m'a transféré un autre message. Celui-ci de Marissa à elle. Il ne me répond plus maintenant. Il dit qu'il n'a pas signé pour un bazar de divorce. Grant avait apparemment dit à Marissa, « Je tiens à toi, mais je n'ai pas signé pour un bazar de divorce. » J'ai lu cette phrase 3 fois. C'était l'homme pour qui elle avait risqué notre mariage. Pas un grand amour, pas un avenir. Un homme qui aimait être choisi jusqu'à ce que le choix vienne avec de la paperasse. Madame Arlo n'a été ni impressionnée ni surprise. Les partenaires d'adultère apprécient souvent plus le fantasme que la facture, a-t-elle dit sèchement. Au cours des jours suivants, tout est devenu moins dramatique et plus douloureux. C'est la partie dont les gens ne parlent pas assez. La grande scène est intense et vive,
mais les suites sont de la paperasse, des mots de passe, et décider qui prend quel service de vaisselle. J'ai retiré Marissa en tant qu'utilisateur autorisé de la carte de crédit qui était uniquement la mienne. J'ai changé les mots de passe de mes comptes personnels, pas des siens. J'ai déplacé les virements automatiques là où Madame Arlo me l'a dit. Je n'ai pas vidé les comptes joints. Je n'ai pas annulé les services publics. Je ne l'ai pas mise à la porte de la maison. J'ai gardé chaque message. Marissa a essayé plusieurs fois de plus de m'entraîner dans des disputes émotionnelles. Tu aimes ça? Je n'ai pas répondu. Tu as toujours voulu faire de moi le méchant. Je n'ai pas répondu. Tu ne te soucies même pas que j'étais seul. Celui-là a fait mal parce que je m'en étais soucié. Je m'en étais soucié au point de me faire plus petit pendant des mois. Je m'en étais soucié au point de remettre en question mes instincts jusqu'à ce que la vérité doive sortir d'un motel et embrasser un autre homme sous une enseigne vacillante. J'ai répondu, la solitude n'est pas un laissez-passer pour mentir. Elle n'a pas répondu du reste de la nuit. La discussion de groupe familial est devenue silencieuse après que Tessa a dit à Marissa qu'elle devait cesser d'utiliser tout le monde comme public. La mère de Marissa m'a appelé une fois. J'ai répondu parce que Madame Arlo a dit de ne pas donner l'impression que j'étais injoignable pour les questions pratiques. Elle a commencé par « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais prendre une voiture et laisser une femme effrayée n'est pas l'homme que je pensais que tu étais. » J'ai dit « Demandez à Marissa où elle était. Demandez avec qui elle était. Demandez pourquoi elle a dit à Tessa que j'exploserais quand je le découvrirais. » Il y a eu un silence. Puis elle a dit « C'est entre toi et ta femme. » C'est devenu entre vous tous quand elle l'a mis dans la discussion de groupe. Elle a raccroché peu après. Tessa m'a appelé le lendemain. Je lui ai dit que je l'aime, a-t-elle dit, l'air épuisé. Mais je lui ai aussi dit que je ne mentirais pas pour elle. Ça t'a probablement coûté cher. Oui. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle m'a utilisé aussi. C'était la chose la plus proche d'une justification que j'ai eue, et ça ne faisait pas du bien. Ça me faisait juste me sentir moins seul. Marissa a emménagé dans la chambre d'amis de sa sœur pour une courte période, puis dans un petit appartement. Grant a disparu de l'histoire aussi vite qu'il y était rentré. D'après ce que Tessa m'a dit, il a cessé de répondre aux appels tard dans la nuit et a finalement envoyé à Marissa un message sec sur le besoin de moins de chaos. Moins de chaos. Je me suis demandé s'il savait qu'il avait aidé à le créer. La voiture est devenue un problème juridique temporaire, puis un problème négocié. Pas de discours dramatique au tribunal. Pas de juge frappant un marteau et traitant Marissa de menteuse. La vraie vie est plus lente que ça. Nous avons échangé des documents. Nous nous sommes disputés par avocats interposés. Nous avons divisé les factures. La voiture est restée avec moi jusqu'à ce qu'un accord formel soit conclu parce que mon nom, mon assurance et mes paiements y étaient liés. Marissa a détesté ça, mais détester quelque chose ne le rend pas illégal. J'ai demandé le divorce. Le jour où j'ai signé les papiers, je suis resté assis dans mon camion devant le bureau de Madame Arlo pendant un moment avant de partir. Je pensais que je me sentirais libre. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. J'avais passé des mois à essayer de maintenir un mariage qui avait déjà été vidé de sa substance derrière mon dos. Daniel m'a emmené dîner ce soir-là. Rien de chic. Nous nous sommes assis dans une banquette avec des menus au bord plastifiés et une serveuse qui appelait tout le monde chéri. J'ai à peine mangé. Après un moment, il a dit « Regrettes-tu d'avoir pris la voiture ?» J'ai pensé à Marissa debout dans ce parking de motel, furieuse et effrayée parce que la chose qu'elle supposait la ramènerait à la maison avec son mensonge avait disparu. « Je regrette qu'il y ait eu une voiture à prendre, ai-je dit. » Daniel a hoché la tête. C'était la réponse honnête. Je sais que certaines personnes diront que j'ai été froid. Peut-être que je l'étais. J'ai pris la voiture. J'ai laissé des preuves sur la table. J'ai transformé la maison en un endroit où Marissa devait faire face à ce qu'elle avait fait sans que ma colère ne lui donne un autre endroit où pointer du doigt. Mais je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas touché Grant. Je n'ai pas affiché son humiliation en ligne. Je n'ai pas vidé les comptes ni détruit ses affaires ni ne l'ai insulté devant sa famille. Je ne lui ai pas donné l'explosion qu'elle avait déjà prévu d'utiliser contre moi. Et cela, plus que toute autre chose, est ce qui a brisé la version de l'histoire qu'elle voulait raconter.
La dernière vraie conversation que Marissa et moi avons eue avant que tout ne passe entièrement par les avocats a eu lieu par courriel parce que c'était le seul moyen pour que je fasse confiance aux mots pour rester là où nous les avions mis. Elle a écrit « Tu m'as fait me sentir comme une criminelle ». J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Puis j'ai répondu « Non, je t'ai fait te sentir observé. Je n'ai rien envoyé d'autre. » Des mois plus tard, la maison est plus silencieuse qu'avant. Au début, le silence ressemblait à une punition. J'entendais le réfrigérateur bourdonner et je pensais à la nuit où je suis rentré du motel, posant des papiers sur la table de la cuisine avec des mains qui ne voulaient pas cesser de trembler. Je passais devant le tiroir où se trouvait le double de la clé et je sentais la vieille colère s'enflammer comme une allumette. Mais le silence change quand personne ne l'utilise contre vous. Maintenant, il semble propre. Je cuisine pour moi-même. Je laisse la lumière du porche allumée parce que j'aime son apparence, pas parce que j'attends que quelqu'un rentre à la maison et mente sur où elle a été. La cafetière m'ennuie toujours. Le canapé a toujours besoin d'être remplacé. Le tiroir à bric-à-brac ne ferme toujours pas correctement. Les choses normales sont restées. Ça a aidé. Je n'ai pas mis fin à mon mariage cette nuit-là. Marissa ne l'a pas terminé non plus avec un baiser devant un motel. Il s'est terminé dans chaque message supprimé, chaque téléphone retourné, chaque vague message de groupe familial, chaque moment où elle espérait que je deviendrais assez en colère pour rendre sa culpabilité plus facile à porter. Cette nuit-là, j'ai juste arrêté de prétendre qu'il était encore en vie.